Bonjour à tous, cinquième volet de cette série sur la tectonique des plaques en première S et aujourd'hui nous sommes dans les années 60 avec la distinction lithosphère-asténosphère. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous sommes ici sur le logiciel Tectoglobe 11 sur lequel on peut faire apparaître les différents séismes. On fait affichage séisme et donc les séismes apparaissent effectivement donc sur les fameux reliefs qui ont été mis en évidence. Et si on s'intéresse à la répartition des séismes sur ces différents reliefs, on va pouvoir préciser ce qu'il s'y passe. Pour cela, on va aller faire des coupes. On fait donc mode tracé d'une coupe. Je choisis de faire une coupe qui traverse tout le continent sud-américain et qui dépasse jusqu'à la dorsale. Je fais OK. Et voilà, donc ici, j'ai mon relief. Voilà, je m'aperçois que j'ai un relief positif, c'est le continent. Et là, je redescends, je suis sous les pointillés. Le pointillé, c'est le niveau de la mer. Là, j'ai un petit relief, c'est la dorsale médio-atlantique. Concernant la répartition des séismes, j'ai des séismes sous la dorsale médio-atlantique. Ça correspondrait donc à la montée de magma qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et au niveau donc de la fosse qui se trouve à l'ouest du continent sud-américain, nous avons des séismes qui semblent s'enfoncer. Allons voir une autre fosse. On va travailler sur la fosse des Tonga qui se trouve donc à l'est de l'Australie. Nous allons faire une coupe également, donc on reste en tracé d'une coupe. La coupe se fait toujours perpendiculairement à l'axe des séismes. La voilà qui apparaît, donc le logiciel garde l'ancienne coupe en mémoire. J'ai ici un relief bien caractéristique, c'est la fosse océanique. Et je m'aperçois donc que sous la fosse océanique, j'ai des séismes de plus en plus profonds. Alors, l'avantage de Tectoglobe par rapport à Sismologue, c'est que, regardez, quand je promène mon curseur dans le bas de l'écran, hop, il y a la profondeur qui apparaît. Ça peut être très utile. Alors, par exemple, je trace, grâce à l'outil donc droite, je trace la ligne médiane à tous ces séismes, jusqu'à environ 682 km de profondeur. Cet alignement des séismes a été mis en évidence par Wadati et Benioff. Il porte le nom de plan de Wadati-Benioff. Maintenant, on s'aperçoit que ces séismes sont répartis sur une certaine épaisseur. Et pour déterminer l'épaisseur, on va utiliser l'outil règle. On prend donc, hop, une largeur et en bas à droite est affiché distance 232 km. Si je prends ici, hop, environ 117 km. Donc, j'ai régulièrement, en fait, dans la centaine de kilomètres, 100 à 200 km, j'ai quelque chose d'épais ici qui semble s'enfoncer et qui crée donc des séismes. Et ça se remarque sur toutes les fosses. Si on travaille sur la fosse des Mariannes, un peu plus proche du Japon, on s'aperçoit qu'on a encore une fosse. Et cette fois, par contre, nous avons un pendage différent de l'enfoncement. Vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus vertical. Donc ici, nous avons effectivement quelque chose qui s'enfonce, mais un peu plus à la verticale. Je refais ma coupe en ayant cette fois affiché les volcans dans Affichage volcan. Je m'aperçois que j'ai au-dessus de cette zone où j'ai effectivement des séismes qui s'enfoncent, des volcans. Je fais la même chose au niveau de la fosse des Tonga. Même chose, au-dessus de ces séismes qui s'enfoncent, des volcans. Je fais la même chose au-dessus de la cordillère des Andes. Encore pareil, des séismes qui s'enfoncent et juste au-dessus, des volcans. Donc, on a ici un mécanisme qui apparemment correspondrait à de l'enfoncement, certainement, de la croûte océanique. Et cet enfoncement serait à l'origine du volcanisme. Alors, vous venez de voir qu'effectivement, donc, dans les années 60, il a donc été admis qu'il existait un plan appelé depuis le plan de Wadati-Benioff du nom de ces deux découvreurs. Donc ce plan correspond en fait à l'alignement des séismes et ce plan va jusqu'à environ 700 km de profondeur. Donc au niveau des fosses, on enregistre systématiquement sur toutes les fosses de la planète une telle activité sismique qui dessine un plan. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe au niveau de ce plan. Et là, nous avons 3 sismologues américains qui sont intervenus, Jack Oliver, Brian Isaacs et Lynn Sykes, ou Sykes, je ne sais pas comment on dit, bref, un américain. Ils examinent l'activité sismique au niveau de la fosse des Tonga, dans le Pacifique, et ils enregistrent les ondes sismiques produites par un séisme, dont l'épicentre se trouve à égale distance des stations sismiques Fidji et Tonga. Donc il se trouve que, voilà,
il y a un séisme qui a eu lieu en profondeur. Je vous rappelle que l'épicentre, c'est le point situé à la verticale. Et coup de bol, cet épicentre se trouve donc à égale distance de 2 stations sismiques. Et là, en étudiant les sismogrammes, ils ont constaté quelque chose de très intéressant. Les ondes P, dont on a déjà parlé, arrivent à la station Tonga 2 secondes plus tôt qu'à la station Fidji. Ça veut dire que pour un même trajet, une même distance, nous avons une durée de trajet de 2 secondes de moins. Les ondes sismiques vont donc plus vite ici que là. Pourtant, en théorie, nous sommes dans le même matériau, la fameuse roche qui se trouve en dessous de la croûte et qui est de la péridotite. Donc là, on a un problème. Comment ça se fait qu'ici, ça avance plus vite? Alors, je vous rappelle qu'on a fait de grandes découvertes en sismologie et on sait que la vitesse de circulation des ondes va dépendre avant tout de la température du matériau ou de sa densité. Et donc ici, ils émettent une hypothèse que finalement, le long de ce plan de Wadati-Benioff, là où il y a des séismes, il y a quelque chose qui bouge forcément. Et ce quelque chose, il est certainement plus froid et moins dense que la roche qui se trouve autour, qui est, je vous le rappelle, de la péridotite de densité 3,3. Ce qui les interpelle également, c'est que les séismes donc ont lieu sur une certaine épaisseur et donc ils en arrivent à une conclusion de 3 points importants. Le plan de Wadati-Benioff correspondrait au plongement d'une unité rigide et froide d'origine océanique qui plongerait donc dans le manteau plus chaud et moins rigide qu'elle. En plongeant, cette unité froide se fracture, ce qui provoque des séismes. Et les séismes se répartissent donc le long du plan de Wadati-Benioff sur une épaisseur d'environ 100 km. Et là, c'est important, car quand on sait que la croûte océanique ne fait que pas plus de 10-12 km d'épaisseur, si on a des séismes sur 100 km, ça veut dire qu'on a une grosse unité qui plonge, on a quelque chose d'énorme qui plonge, qui s'enfonce. Et donc, pas seulement de la croûte océanique. Il va y avoir forcément de la péridotite qui était dessous, qui s'enfonce également. Et c'est là qu'ils se disent, ben voilà, on a finalement une croûte, d'accord. Morovici a dit, attention, sous la croûte, dessous c'est rigide, ok, d'accord, mais il y a quand même bien des mouvements qui glissent à la surface de la Terre. Donc dessous, ça doit être bien mou, ok, d'accord. On a donc forcément de la croûte, avec dessous de la péridotite rigide et encore dessous de la péridotite ductile. On en arrive donc à la notion de lithosphère qui correspondait à cette épaisseur de 100 km. Alors bien plus tard, dans les années 90-95, la tomographie sismique a été développée et donc on obtient des coupes avec des variations de couleurs. Quand c'est bleu, c'est que la vitesse augmente pour les ondes sismiques et quand c'est rouge, c'est que la vitesse est ralentie. Donc les scientifiques ont été étudier plusieurs zones de subduction sur la planète et ont fait le même constat qui a donc validé l'hypothèse de nos 3 précédents scientifiques, à savoir qu'effectivement, sous chaque fosse, donc trench, ici, I speak very well English, sous la trench, là, vous avez donc la fosse, et sous la trench, vous avez un machin froid, regardez, un machin froid, regardez, un machin froid, regardez, un machin froid. À chaque fois, il y a un machin froid qui s'enfonce, qui descend. Donc, ils avaient peut-être bien raison. Et à chaque fois, à côté de la fosse, juste après la fosse, hop, volcan, hop, volcan, hop, volcan. À chaque fois, c'est le même principe. Donc, là, la tomographie sismique a permis de confirmer donc cette théorie qu'effectivement, nous avons un bloc constitué de croûte et de péridotite froide qui s'enfonce. Ça génère des séismes et ça va générer une activité volcanique. Alors l'origine de l'activité volcanique, programme de Terminal S, je ne vais pas aller plus loin. Si on étudie donc la courbe des isothermes sous la zone de subduction, donc toujours pareil, cette courbe des isothermes, elle est obtenue grâce à l'étude sismique. Je vous rappelle que la vitesse des ondes varie en fonction de la température. On observe bien qu'effectivement, on a quelque chose de froid, 200 degrés, qui s'enfonce et qui va progressivement se réchauffer. Ça va mettre du temps à se réchauffer. On a une grosse unité froide qui rentre à l'intérieur. Et donc, elle va refroidir localement la température puisque vous voyez que les isothermes sont déformés
Hein, par exemple, si je trace cet isotherme ici, hop, tac, il descend, il va jusque là, alors il va plus bas, et hop, il remonte, et tac, 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 il est là. C'est-à-dire que cet isotherme, c'est-à-dire une ligne de même température, c'est une ligne fictive, on est d'accord, c'est pas une limite de couche, c'est l'homme qui l'a inventé. Il a pris tous les points qui sont à la même température dans le globe terrestre, il les a reliés. Ça s'appelle une courbe isotherme. Donc ici, on a l'isotherme 1300 degrés. Et cet isotherme 1300 degrés, s'il n'y avait rien de froid qui plongeait cet isotherme, il devrait être continu, partout pareil, puisqu'en théorie, la température augmente avec la profondeur, puisque plus on va en profondeur, plus il y a des éléments radioactifs. Or, on s'aperçoit que là, comme par hasard, à côté de la fosse, paf, l'isotherme 1300, il est vachement plus profond. Pas logique. Si on prend un petit bout de caillou, on le met là, il devrait être à 1300 degrés. Mais ce petit bout de caillou, je le fais circuler sur cette ligne imaginaire, et là, à 800 km de profondeur, il est toujours à 1300 degrés. Il y a un problème. Si je prends un autre caillou, je prends un petit caillou là, et celui-là, je le fais descendre, je l'emmène ici. Il est à 800 km de profondeur, il a passé les barrières isothermiques, il est à plus de 1700 degrés. Donc lui, en théorie, il devrait subir des changements. Et là, celui-là, mon petit caillou, là, je le mets sur la ligne rouge, je le descends là, il est toujours à même température. Ça veut dire quoi? Même si on est plus profond, qu'il est censé faire plus chaud, et s'il ne fait pas plus chaud et qu'on a la même température que là, c'est qu'il y a bien un truc qui refroidit. Mettez des glaçons dans votre lait, qu'est-ce qui se passe? Le lait autour du glaçon, il est plus tiède que le lait qui est en bordure du bol. On est bien d'accord? C'est le même principe ici. Vous faites rentrer un glaçon dans le lait chaud, ça refroidit. Et donc, les isothermes autour du glaçon sont déviés. Alors, si on étudie donc la vitesse de propagation des ondes sismiques P en kilomètres par seconde dans la Terre de 0 à 150 km de profondeur, on voit qu'à 7 km de profondeur, on a une variation brutale de la vitesse et ensuite la vitesse augmente légèrement pour ne pas dépasser les 8,5. Alors on est parti à 6,5 et brutalement à 7 km, on monte à 7,5. Ça veut dire qu'on a un changement de roche. Quand on change brutalement de vitesse, c'est qu'on a un changement de roche. En laboratoire, je vous rappelle, au début du siècle, ils ont testé plein de roches différentes et on connaît les vitesses de propagation dans les différentes catégories de roches. Et regardez, si on part à 6,5 c'est du basalte. Donc, au niveau d'un océan de 0 à 7 km de profondeur, on a une couche constituée de basalte. À partir de 7 km de profondeur, la vitesse va monter progressivement jusqu'à 8,3 et 8,4. Si je reprends mon tableau, regardez, on est dans de la péridotite. Mais voilà, vers 70 km de profondeur, ma courbe change, elle infléchit. Nous avons ici un changement de pente, ce qui veut dire que la vitesse des ondes diminue progressivement et pas brutalement, ce qui veut dire qu'on est toujours dans la même roche. Mais si la vitesse diminue, c'est que la roche est de plus en plus molle. On a donc ici une délimitation. On a donc ici une seule et même couche de roche, la péridotite. Mais attention, si la vitesse a pu augmenter ici, c'est que la roche est rigide. Et si la vitesse diminue ici, c'est que la roche est moins rigide. Et une roche qui n'est pas rigide, elle est dite ductile. On a donc bien notre croûte océanique constituée de basalte et de gabbro. Une discontinuité, celle de Mohorovici, à 7 km de profondeur. Et dessous, effectivement, une seule et même catégorie de roches, le manteau. Mais ce manteau est divisé en deux parties, une partie rigide et une partie ductile. Cette partie rigide va fonctionner avec cette croûte océanique qui est rigide. On a donc un bloc constitué de deux couches qui fonctionnent ensemble. Ils sont rigides. C'est la fameuse lithosphère. Et ce bloc rigide, lui, est en appui sur de la péridotite moins rigide qui va, elle, pouvoir se déformer. C'est la fameuse asténosphère. Lithos veut dire pierre, donc lithosphère, c'est la partie de la sphère terrestre qui est dure comme la pierre. Asténo veut dire mou, c'est donc la partie de la sphère terrestre qui est molle. On a donc bien ici un bloc rigide qui glisse sur un bloc mou, comme votre pied sur une plaquette de beurre ou sur une peau de banane si vous voulez. Donc techniquement, si on en revient à Wegener, il n'avait pas tout à fait tort quand il disait qu'il y avait des trucs qui glissaient sur quelque chose de mou, comme ces icebergs qui glissent dans l'eau. Sauf que lui, comme il n'avait pas toutes les données sismiques, lui il pensait simplement à des bouts de continents qui glissaient sur du cima qui était ductile. Et ben voilà, dans la théorie il n'avait pas tout à fait tort, sauf qu'il n'avait pas trouvé les bonnes couches.
Alors vous allez me dire, oui, mais là, elle ne nous parle pas du petit bout, là où on voit que la vitesse réaccélère. Oui, là, effectivement, on a une limite, là où la vitesse réaccélère. On est toujours, en fait, dans la sténosphère. Les vitesses augmentent légèrement jusqu'à 670 km et ensuite, la vitesse augmente brutalement. On est toujours dans de la péridotite. En fait, cette péridotite, elle est moins rigide ici, un tout petit peu plus ici, mais pas beaucoup. Elle est encore ductile. Mais vraiment, la couche glissante, même si tout ça, c'est de la péridotite moins rigide, vraiment la moins rigide, celle qui glisse le plus, elle est juste là. Elle est au sommet de la sténosphère. Donc en fait, notre manteau supérieur, lui, se termine à 670 km. Donc, on a deux parties, le manteau asténosphérique, c'est-à-dire le manteau qui va être un peu mou, et le manteau lithosphérique qui est plus rigide. Alors, manteau supérieur, puisque là, après, on a le manteau inférieur, qui, lui, en fait, va être bien rigide, et c'est ce qu'on appelle la mésosphère. Si on continue l'étude des ondes sismiques, vous voyez qu'en fait, le diagramme, là, celui-là qu'on vient de faire, c'est toute cette partie seulement, là. C'est juste ça que je viens de vous montrer. Alors, vous voyez ce que je vous disais, dans le manteau inférieur, la vitesse, elle augmente de nouveau. Donc, on passe de nouveau dans quelque chose de dur. Et puis, hop, à un moment donné, paf, la vitesse chute. Donc, on repasse dans quelque chose de liquide. La vitesse ralentit brutalement, on change de matière. C'est liquide, c'est le noyau externe qui est constitué, en fait, de fer et de nickel. Et nous avons au milieu du noyau une, hop, variation. On va passer dans le fer et le nickel solide, on a une réaugmentation de la vitesse. Donc globalement, la structure de la Terre, c'est quoi? On différencie trois natures différentes, la croûte, soit océanique, soit continentale, le manteau constitué de péridotite et le noyau constitué de fer et de nickel. Maintenant, ces trois couches sont subdivisées en couches en fonction de leur comportement. On va associer la croûte et la partie supérieure du manteau supérieur qui est rigide pour former la lithosphère. Le reste du manteau supérieur est ductile, c'est la sténosphère. Le manteau inférieur est très dur, ça va être la mésosphère. Et enfin ici, le noyau externe et la graine. Je vous envoie à la vidéo sur la structure de la Terre où je reprends tout en détail. Alors cette partie-là qui est toute molle, particulièrement molle, au sommet de la sténosphère, c'est ce qu'on appelle la LVZ, la Low Velocity Zone. I speak very well English. Et il se trouve que cette Low Velocity Zone, elle correspond en fait à l'isotherme 1300 degrés. Donc là, on est en surface 0, enfin 0, c'est pas tout à fait 0 degré, hein, mais bon. Bref, la température augmente avec la profondeur et arrivé à 1300 degrés, d'un coup, la roche qui était rigide devient molle. Comment c'est-il que ça se fait qu'en passant 1 degré, c'est devenu tout mou? Bah, je sais pas. C'est comme le sucre dans la casserole. Vous voulez faire du caramel. Vous prenez une casserole, mettez du sucre, vous allumez le gaz, vous attendez. Ça fond pas tout de suite. Puis après, à un moment donné, hop, vous comprenez pas ce qui se passe. Pof, ça y est, d'un coup, ça fond. Ça s'appelle le point de fusion. Alors, vous avez déjà peut-être vu ce genre de diagramme en physique-chimie. Vous avez ici ce qu'on appelle le diagramme de phase d'une roche. Vous avez l'évolution de la température et l'évolution de la profondeur. Alors parfois on n'a pas la profondeur, parfois on a la pression. Mais c'est kiff-kiff, hein. Quand vous descendez en profondeur, vous rajoutez de la pression au-dessus de la tronche. Bref, et bien une roche. Si vous modifiez ces conditions de pression et de température, vous allez forcément agiter les atomes dont elle est constituée. Il arrivera un moment où vous allez casser les liaisons entre les atomes et votre roche qui était solide va devenir liquide. Admettons, je prends une roche ici, qui se trouve à 20 km de profondeur à 400 degrés. Cette roche, parce qu'elle bouge, parce qu'elle se déplace à la surface de notre planète ou en profondeur, va avoir une modification des conditions de pression-température dans lesquelles elle était jusqu'à présent. Admettons qu'on la laisse à 20 km de profondeur, mais qu'on décide de lui mettre une bougie sous les fesses. Pof, elle va chauffer. Il arrivera un moment donné, elle va changer suffisamment de température pour changer d'état. Alors, si on a eu la bonne idée de lui balancer de la flotte, hop, c'est ce qu'on appelle le solidus humide. Le solidus humide, c'est l'ensemble des conditions pression de température avec de l'eau qui font que la roche qui était solide commence à fondre. Maintenant, vous voyez que ce solidus humide, il est plus bas que le solidus sec. C'est-à-dire que cette même roche, si je ne lui donne pas d'eau,
et que je veux la faire fondre, il va falloir que je la monte plus en température. Toujours à la même profondeur. Là, arrivé à plus de 1200 degrés, là seulement elle va fondre. Alors que si je lui avais mis de l'eau, elle aurait fondu à 1000 degrés. C'est le même principe que le caramel dans la casserole. Vous voulez faire du caramel. Normalement, un vrai caramel, ça se fait sans eau. On met les cristaux de sucre, on chauffe, on attend, ça fond. Mais sauf que c'est long. Quand on est pressé, on triche, on met un petit peu d'eau. Et l'eau va accélérer la fusion. Parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire d'accélération. C'est qu'elle abaisse le point de fusion. C'est-à-dire que la température nécessaire pour fondre le sucre est plus basse quand il y a de l'eau. Donc forcément, on a moins besoin de chauffer la casserole. Forcément, ça fond plutôt dans votre casserole. Donc ici, vous avez le solidus sec, c'est-à-dire l'ensemble des conditions pression-température. Je vous rappelle, c'est une droite. Une droite, c'est une association de points. Et un point est une combinaison de deux données, température, pression. Si je prends une roche à 1400 degrés, d'accord, je la mets à une pression de 160, elle ne fond pas. Elle est à gauche du solidus, elle est dans les conditions solides. Je prends cette même roche, je la laisse à 1400 degrés, mais je la ramène en surface de la planète, je la mets à 20 km de profondeur, j'ai dépassé les conditions de pression-température qui font qu'elle n'est plus solide, mais elle commence à fondre, elle devient liquide. Alors, partiellement liquide, pas entièrement. Pour être entièrement liquide, il faut passer la courbe qu'on appelle le liquidus, c'est-à-dire l'ensemble des conditions pression-température qui font que la roche va entièrement devenir liquide. Vous avez du mal à comprendre? C'est très simple. Je vais vous donner un bon exemple. Là, c'est maman. Maman, elle est bien. Maman, elle décide de venir faire un petit tour dans votre chambre. Donc maman marche dans le couloir. Maman ouvre la porte. Et maman observe votre chambre. C'est le bordel là. Elle a changé de condition, maman. Elle commence à péter un câble, elle rougit, elle commence à s'énerver là. Vous la sentez, votre maman qui s'énerve là? Donc maman, elle rentre, là, maman, elle a pété, là, maman, elle s'énerve, là, elle commence à crier. Mais pour couronner le tout, maman a décidé d'aller regarder dans votre placard. Elle ouvre la porte du placard. Changement total de conditions. Vous avez tout planqué, la merde, les vieilles godasses qui puent, le vieux sandwich, le paquet de clopes et puis j'en passe d'autres trucs. C'est planqué dans le placard. La maman, elle se liquéfie. Maman, elle explose et elle vous explose la tronche. Vous avez pigé pour les changements d'état, les différences de pression, température? Oui, je pense que j'ai été claire. On va arrêter là. Alors, structure de la Terre. Globalement, ce super méga schéma bilan, je le traite dans une vidéo à part. Donc, je ne vais pas tout refaire en détail ici. Ce que vous devez retenir, c'est que nous avons à la surface de notre planète une croûte, soit océanique, soit continentale. Cette croûte est constituée soit de basalte pour l'océanite, soit de granit pour la continentale. Dans tous les cas, elle est recouverte de sédiments. Qu'à la base de cette croûte, nous avons une discontinuité qui est la discontinuité de Morovici. Et que dessous, nous avons donc de la péridotite qui est rigide. Et qu'à 70 km sous les océans, 150 sous les continents, nous avons la fameuse LVZ, cette Low Velocity Zone, qui est moins rigide que le bloc au-dessus. Donc on a ici un bloc très épais constitué de deux couches de nature différentes, mais qui se comportent de la même façon. C'est pour ça qu'on a deux classifications. Une classification des couches en fonction de la nature des roches. Donc on va parler de croûte, on va parler de manteau, on va parler de noyau. Et une classification en fonction du comportement des roches. Et la première couche rigide s'appelle la lithosphère. Elle est constituée de deux couches de nature différentes. La croûte et du manteau supérieur. Dessous, nous avons une couche ductile, la sténosphère, dont la partie supérieure est franchement molle. Et ça va permettre donc à la lithosphère de glisser par-dessus la sténosphère. Et c'est là donc que le modèle plaquiste avec les fameuses plaques lithosphériques va apparaître. Vidéo suivante.